Bonjour, dans le cadre du CEC d'évaluation et traitement de la douleur, permettez-moi de vous présenter la pharmacologie des morphiniques. Pour les objectifs éducationnels de ce cours, l'apprenant devra être capable de classer les dérivés morphiniques selon leurs propriétés pharmacodynamiques, décrire le mécanisme d'action des morphiniques, expliquer les effets indésirables, les contre-indications et enfin identifier les précautions d'emploi des morphiniques. Alors, les morphiniques font partie des antalgiques de palier 2 et 3 de la classification de l'OMS. Ils exercent leur effet sur des récepteurs opioïdes centraux et périphériques avec des effets antalgiques puissants. Cependant, ils sont souvent contrebalancés par des effets indésirables qui peuvent être graves et surtout des effets toxicomanogènes. Donc, les opioïdes, ils font partie de la classification de l'OMS comme étant des antalgiques de palier 2 tels que le tramadol et la codéine, opiacés faibles, et palier 3 pour les opiacés forts tels que la morphine, et ils sont réservés pour les douleurs modérées à fortes à très fortes. Pour la classification de 2010, elle classe les opioïdes comme étant des antinociceptifs pour des douleurs nociceptives importantes. Alors, pour le mécanisme d'action, c'est une inhibition de la transmission nociceptive et en même temps, ils vont mimer les effets des opioïdes endogènes sur les récepteurs aussi bien périphériques que centraux. L'inhibition centrale, elle passe par une action centrale, donc avec une régularisation cérébrale, avec des actions à type d'indifférence vis-à-vis de la douleur. L'activation des voies inhibitrices descendantes, ils vont réduire la transmission du message nociceptif au niveau de la corne dorsale, et une action présynaptique avec une inhibition de la transmission neuronale et diminution de la libération des médiateurs de la douleur tels que la substance P, avec une action en parallèle postsynaptique liée à une diminution de l'activité de neurones nociceptifs ascendants. En parallèle avec l'action centrale, nous avons une action périphérique anti-hyperalgésique avec un blocage de la libération de la substance P au niveau périphérique. En plus de ces effets centraux, il y a un effet agoniste opioïde endogène sur les différents récepteurs répartis au niveau de plusieurs zones périphériques, médulaires et cérébrales, avec une identification des principaux récepteurs morphiniques, principalement le récepteur mu, qui est la cible de la morphine, gamma et kappa. Les opioïdes, en fait, ils ont une affinité spécifique vis-à-vis de chaque récepteur et on peut avoir soit un effet agoniste, soit agoniste pur, soit un agoniste partiel, soit un effet agoniste-antagoniste. Les morphiniques, en fait, on va les classer justement par rapport à cette affinité pour les récepteurs opioïdes et nous avons les agonistes purs ou les morphinomimétiques, les agonistes antagonistes et les agonistes partiels avec une action antagoniste pour certains récepteurs et surtout un effet plafond qui s'exerce vis-à-vis de l'analgésie. Pour les agonistes purs, je cite par exemple la morphine et les dérivés morphinomimétiques avec plusieurs molécules qui sont dédiées pour l'anesthésie. Ils vont occuper surtout les récepteurs mu et activer tous les récepteurs auxquels ils vont se fixer avec une analgésie qui est théoriquement illimitée avec l'augmentation de la dose. Donc, c'est un effet qui est souvent dose-dépendant et cet effet, par contre, analgésique, j'attire votre attention qu'il est souvent associé à des effets indésirables qui sont souvent associés aux deux. Donc, la seule limite de cet effet analgésique, c'est l'occupation de tous les récepteurs opioïdes, que ce soit centraux, médulaires ou périphériques. L'agoniste partiel et l'agoniste antagoniste, en fait, c'est un effet antalgique moindre qu'avec l'agoniste pur. Et souvent, l'association avec les agonistes purs vont diminuer l'effet antalgique et donc vont limiter
l'effet analgésique important des opioïdes purs. Pour l'agoniste partiel, il y a une forte affinité pour les récepteurs mu, avec un effet agoniste partiel kappa à dose très élevée. Je cite par exemple la buprénorphine. Pour les agonistes antagonistes, c'est un agoniste kappa antagoniste mu avec tel que l'analbuphine. Et enfin, on va finir par des molécules qui sont des antagonistes purs, qui vont exercer un effet justement antagoniste sur les récepteurs opioïdes mu et kappa, et ils vont occuper les récepteurs sans les activer. On les utilise surtout dans les cas d'intoxication pour justement libérer les récepteurs d'une stimulation par un agoniste pur. Voilà, c'est un résumé de la classification des morphiniques avec les principaux agonistes purs, agonistes partiels, agonistes antagonistes et antagonistes. Pour la pharmacodynamie, c'est en fait des propriétés qui sont dose-dépendantes et qui diffèrent entre les différentes molécules, principalement par la puissance, avec l'affinité pour les récepteurs mu surtout, et l'activité intrinsèque, c'est la capacité d'activer les récepteurs une fois qu'ils sont liés. Et enfin, il y a la cinétique d'action qui est caractérisée par le délai d'action et la durée d'action. Donc la puissance d'un morphinique, elle va dépendre de son affinité pour ses récepteurs, donc sa capacité de se fixer justement aux récepteurs et notamment pour les récepteurs mu, son activité intrinsèque avec la capacité d'activer les récepteurs et la réponse maximale. La puissance d'un morphinique, elle est généralement évaluée par son activité intrinsèque qui est le facteur alpha et qui est en général entre 0 et 1. Pour l'agoniste entier, donc c'est une activité intrinsèque égale à 1. Pour les agonistes partiels, agonistes-antagonistes, c'est généralement entre 0 et 1. Et pour l'antagoniste, c'est un effet qui est nul. Et donc, c'est un effet alpha nul. L'action sur le système nerveux central, elle est divisée par principalement, bien évidemment, l'effet analgésique qui est recherché, mais également on a d'autres effets tels que l'action psychomotrice, l'action psychoaffective, les actions hypnotiques et respiratoires. Et on va détailler ces effets un par un. Et on commence par l'effet analgésique, qui est l'effet recherché par l'utilisation des opioïdes, qui, en fait, les opioïdes vont augmenter le seuil de la perception douloureuse, et ceci, quelle que soit l'origine du stimulus douloureux, que ce soit thermique, chimique, électrique ou par simple pression ou inflammatoire. Donc l'analgésie, elle est souvent avec les morphiniques intense, constante, et elle est souvent dose-dépendante tant qu'il y a une occupation des récepteurs. L'action psychodysleptique, elle est souvent associée justement à cet effet analgésique. Il y a une indifférence à l'égard de la douleur d'origine centrale et la puissance de l'analgésie, elle diffère selon les molécules morphiniques. Et cette puissance, justement, elle va dépendre de la puissance des morphiniques. L'action analgésique, elle dépend de la puissance des morphiniques. Et on classe souvent les morphiniques entre eux avec la morphine qui est classée qui est la molécule de référence. Les actions sur le système nerveux central passent également par les actions psychomotrices avec deux comportements possibles. Soit on a un état de sédation, surtout chez les sujets qui ont des stimulus douloureux très intenses, soit au contraire, ça peut s'accompagner par un état d'agitation psychomotrice, surtout chez les jeunes enfants, chez les sujets très âgés ou cachectiques. Troisième effet, c'est l'action psychoaffective avec un état d'euphorie. C'est cette impression de bien-être qui est souvent recherchée chez les toxicomanes et ça entraîne souvent une dépression de l'émotivité et parfois une certaine agressivité chez les patients douloureux.
Plus rarement, on peut avoir des états dysphoriques avec un malaise, une anxiété, une irritabilité importante, une nervosité, et on peut avoir des hallucinations secondaires à l'utilisation des morphiniques. Quatrième effet, c'est les effets hypnotiques qui sont souvent associés à l'altération du niveau de vigilance associé à la prise de ces morphiniques et avec parfois des pertes de connaissance. Et l'action en fait sur le sommeil, c'est surtout une diminution du sommeil paradoxal. Et on peut avoir surtout à l'arrêt brusque des morphiniques la possibilité de rebond du sommeil paradoxal avec une recrudescence, surtout en cas d'antécédent d'apnée de sommeil. Enfin, il y a des actions sur le système nerveux central qui passent également par les centres respiratoires centraux. Et en fait, on a l'effet sur la dépression respiratoire qui est lié à une réduction dose dépendante des centres respiratoires bulbaires, surtout aux différents stimulus par une baisse de l'oxygénothérapie et une élévation de la capnie. Ça peut survenir dès les plus faibles doses, donc surtout si on a un terrain à risque sous-jacent. Ça peut se manifester par une bradypnée, une prolongation des expirations et une respiration de type Cheyne-Stokes. Et augmentation compensatoire de la ventilation qui est insuffisante afin d'éviter les hypercapnies. Donc, ces effets respiratoires, ils sont souvent indissociables de l'analgésie morphinique et ça nécessite une vigilance importante en cas d'antécédent d'asthme, de bronchopneumopathie obstructive sous-jacente ou une décompensation respiratoire, quelle que soit l'origine. Donc, tous les morphiniques, en fait, ils vont exercer cet effet respiratoire, dépressif respiratoire, qui est souvent associé à leur prise. Il y a bien évidemment des facteurs de risque qui augmentent qui influencerait justement l'intensité et la durée de la dépression respiratoire, notamment les sujets âgés qui sont plus sensibles à la dépression respiratoire secondaire au morphinique. Les doses plus élevées sont plus associées à ces effets. Les antécédents, bien évidemment, d'insuffisance respiratoire, d'asthme ou de BPCO ou de syndrome d'apnée de sommeil, et les associations aux agents sédatifs tels que les benzodiazépines. Une rigidité thoracique est également souvent associée à la prise des morphiniques avec un début d'installation qui précède la perte de conscience. Il y a une diminution de la compliance pulmonaire et ça dépend du morphinique, de la dose et de la vitesse d'injection pour les formes injectables. Ces effets ils sont souvent antagonisés par les antagonistes opioïdes purs, tels que le naloxone et les curares. La bronchoconstriction, elle passe par un effet sur les muscles lisses bronchiques, plus ou moins associé à l'effet histaminolibérateur qui est propre au morphinique. C'est souvent rapporté ou observé avec la morphine, mais également avec la pétidine à dose élevée, et c'est souvent confondu avec la rigidité thoracique. Et enfin, il y a un effet sur les centres de l'atout, avec une dépression de l'atout, et on sait qu'il y a certains dérivés morphiniques qui peuvent être utilisés pour cette propriété comme étant des médicaments antitussifs. Ils dépriment les centres de l'atout même à faible dose c'est généralement, ils peuvent entraîner un risque d'encombrement bronchique important et donc il y a des limitations d'emploi surtout pour les patients qui souffrent de BPCO ou décompensés ou encombrement bronchique important. L'action cardiovasculaire des morphiniques, c'est un effet surtout sur la fréquence cardiaque, les morphiniques qui sont bradycardisants. Cet effet peut être antagonisé par l'atropie. Action vasculaire par un effet vasodilatateur important lié en partie à l'effet histaminolibérateur des morphiniques.
Et il y a le risque, bien évidemment, d'hypotension artérielle, surtout à doses élevées. Et enfin, il y a des effets sur la contractilité myocardique qui est surtout liée à l'utilisation des péptides. Le système digestif, il est souvent affecté justement par la liaison des morphiniques au niveau des récepteurs périphériques digestifs. Et nous avons surtout des actions centrales et périphériques. Il y a les nausées et les vomissements qui accompagnent souvent le traitement. Il faut noter que quelle que soit la voie d'administration, ces effets ils peuvent être observés et c'est variable en fonction bien évidemment des individus. Il y a en général une diminution du tonus des fibres longitudinales et augmentation de l'effet ou de la tonicité des fibres circulaires et des sphincters, ce qui entraîne des constipations et une hyperpression au niveau des voies biliaires. Sur l'appareil urinaire, justement, cette dilatation ou cette diminution du tonus des fibres longitudinales avec la contraction des sphincters, elle peut entraîner une rétention aiguë d'urine. L'effet sur l'œil, c'est un effet myotique. L'utilisation des morphiniques, elle s'accompagne souvent d'un myosis important avec une stimulation centrale par stimulation centrale du noyau parasympathique 3 et c'est un signe qu'on recherche souvent pour identifier une intoxication aiguë par les morphiniques. Cet effet, il est antagonisé par l'atropine, les ganglioplégiques et l'analoxone. Parmi les effets associés justement aux morphiniques, il y a le phénomène de tolérance ou d'accoutumance avec une nécessité d'augmenter les doses pour maintenir les effets analgésiques. C'est un mécanisme, le mécanisme sous-jacent, il est incertain. On impliquerait des phénomènes de sous-régulation ou down-régulation des récepteurs et un découplage des récepteurs aux protéines G. Soit une mise en jeu d'un système compensateur qui va s'opposer aux effets des morphines au niveau de leurs récepteurs. Deuxième effet important, c'est la dépendance physique aux morphiniques et souvent l'arrêt brutal des morphiniques s'accompagne d'un syndrome de sevrage qui associe un larmoiement, des rhinorrhées, des sueurs, des tachycardies avec des manifestations neuropsychiques, agressivité, agitation et beaucoup d'effets qui peuvent être juste liés à l'arrêt intensif ou brutal des morphiniques. Il y a des phénomènes également d'addiction avec une dépendance psychique et un besoin ou une compulsion pour bénéficier des effets psychotropes de ces molécules. C'est un effet qui est souvent recherché dans le détournement des opioïdes pour toxicomanie. La toxicité aiguë, elle s'associe surtout à des doses très élevées et s'accompagne souvent par des signes toxiques tels qu'un coma profond ou vigile, selon le degré de l'intoxication, une abolition des réflexes, myosis, surtout qui devrait être recherché comme signe d'intoxication aiguë, et une dépression respiratoire avec un risque d'asphyxie. Les antagonistes ils peuvent être utilisés dans les cas d'intoxication aiguë pour justement déplacer, libérer les récepteurs des morphiniques. Pour les contre-indications de ces molécules, bien évidemment, vu les risques respiratoires importants, tout ce qui est insuffisance respiratoire décompensée, ça contre-indique l'utilisation de ces molécules. L'asthme grave décompensé, l'épilepsie non contrôlée. Et pour les opioïdes forts, il y a un risque d'aggravation d'une HTIC sous-jacente et surtout précaution d'emploi pour l'utilisation en cas de traumatisme crânien aigu. L'insuffisance hépatique et l'insuffisance rénale devraient bénéficier d'une précaution d'emploi du fait d'un risque de surdosage qui peut survenir à l'utilisation. Les interactions médicamenteuses et les précautions associées, surtout
L'agoniste-antagoniste avec les agonistes purs, ça peut diminuer l'effet antalgique. L'association du tramadol, qui est un opioïde faible, avec les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ça peut prédisposer à un syndrome sérotoninergique. Et enfin, il faut faire attention à l'association des opioïdes avec l'alcool et les sédatifs du fait d'un risque de majoration des effets centraux, dépressifs centraux. Les morphiniques subissent des règles de prescription qui sont assez rigoureuses, justement du fait de cette bivalence thérapeutique, mais également toxicomane, détournement toxicomane. Donc, on va utiliser la voie la plus simple. Il y a plusieurs voies galéniques qui sont disponibles, et notamment la voie transcutanée. La prescription, elle est souvent personnalisée du fait d'une grande variabilité interindividuelle de la réponse aux morphiniques, et surtout, on va respecter les paliers pour l'instauration d'un traitement antalgique. La durée maximale des morphiniques, elle ne doit pas dépasser les 28 jours. C'est généralement fait sur une ordonnance sécurisée avec une identification stricte de plusieurs paramètres, mais surtout des caractéristiques de la prescription qui doivent être très rigoureusement écrites, et notamment pour la forme, le mode d'administration, la posologie et la durée du traitement. Juste à titre indicatif, il y a une importance justement de cette variabilité interindividuelle qui justifie la titration des morphiniques. Et en fait, la titration, elle passe par une adaptation en fonction de la douleur qui vise surtout à assurer une analgésie efficace dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions de sécurité, surtout afin de limiter les effets indésirables. Donc, cette titration, elle est extrêmement variable et elle s'ajuste en fonction du niveau de la douleur observée. Il n'y a pas de posologie maximale, mais il faut vraiment avoir une balance bénéfice-risque, notamment les risques par rapport aux effets, la survenue d'effets indésirables possibles. Voilà, donc cette méthode, elle nécessite bien évidemment, j'insisterai sur la surveillance constante de la survenue de ces effets secondaires. La rotation des opioïdes, en théorie, ça permet de libérer certains récepteurs et de stimuler d'autres récepteurs. Le rationnel, c'est qu'en fait, il y a une affinité différente des morphiniques pour les différents types de récepteurs, et le changement des opioïdes il pourrait entraîner la mise au repos de certains sous-types et l'activation d'autres. Les métabolites également, il y a certains métabolites qui peuvent être déplacés des récepteurs par des métabolites inactifs, et ainsi ils vont réduire l'activité antalgique globale. En pratique, en général, si on va prescrire un traitement au long cours par les opioïdes, il y a les tables d'équivalence pour le changement des morphiniques, pour la rotation des opioïdes entre eux, et on peut également opter pour différentes voies d'administration. Voilà, donc en conclusion, les morphiniques, ça appartient aux antalgiques de palier 2 et 3 de l'OMS. C'est réservé pour des douleurs modérées à intenses très fortes. Leur mécanisme, il est assez complexe, il est aussi bien central que périphérique, avec une sensibilisation qui est souvent dose-dépendante, notamment pour les agonistes purs. L'effet antalgique, il est puissant, il est souvent corrélé à la dose-dépendance, cependant, il faut faire attention. Il y a une contrebalance qui est la survenue d'effets indésirables qui peuvent être souvent graves, et notamment la dépression respiratoire, ce qui impose des restrictions d'utilisation, notamment en cas d'antécédents bronchopulmonaires sous-jacents. Il y a beaucoup de principes actifs actuellement de médicaments qui sont développés afin d'optimiser justement l'arsenal thérapeutique lié à ces molécules et surtout de limiter la survenue d'effets secondaires.
et je vous remercie.